Comment créer nos propres objets en VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage de VBA pour les débutants, je vous propose de découvrir une notion très puissante de VBA qui est l'utilisation des classes personnalisées pour créer nos propres objets. Et étant donné que cette notion est assez complexe à appréhender, nous allons la décomposer en 3 vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons revenir sur les différentes méthodes qui vont permettre de stocker et de manipuler des données en VBA, c'est-à-dire en utilisant des variables, des types de données personnalisées, et nous verrons ensuite pourquoi il est nécessaire de savoir maîtriser les objets de VBA. Cette notion d'objet, nous le développerons dans le détail dans une seconde vidéo, et enfin dans une troisième et dernière vidéo, nous découvrirons la fonctionnalité d'exploration des objets qui permet de connaître toutes les informations qui concerne un objet précis. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de secours ainsi que son corrigé en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi. Alors si vous avez suivi les précédents chapitres de cette formation dédiée à l'apprentissage de VBA, vous savez que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir plusieurs méthodes qui permettent de manipuler des informations dans le langage VBA. Et la première notion que nous avons vue consistait à utiliser tout simplement des variables, en sachant qu'une variable permet d'enregistrer une information dans un espace alloué de la mémoire de l'ordinateur, pour pouvoir ensuite la réutiliser à volonté. Le type d'information que la variable va être en mesure d'enregistrer et de restituer va directement dépendre du typage que nous allons mettre en place au moment de la déclaration de la variable. Donc comprenez par là que certaines variables vont pouvoir manipuler des nombres, d'autres des textes, etc. Et pour illustrer la notion de variable, nous allons par exemple souhaiter enregistrer les informations qui concernent une personne, c'est-à-dire son nom et son âge. Donc pour cela, nous allons créer une nouvelle procédure que nous allons appeler par exemple variable, donc subvariable, dans laquelle nous allons déclarer deux variables. Une première variable qui va permettre de stocker le prénom de la personne, et donc pour créer cette variable, nous utilisons tout simplement le mot-clé dim. Ensuite, nous précisons le nom que nous souhaitons donner à cette variable, donc ici prénom, et le type de cette variable, donc c'est-à-dire que étant donné que nous allons vouloir y stocker des informations de type texte, celle-ci va être typée en tant que string. Lorsque nous avons créé notre variable, nous pouvons tout simplement lui donner une valeur, donc en tapant le nom de celle-ci et en utilisant le symbole d'affectation qui est le signe égal. Ici, la personne que nous allons vouloir stocker dans cette variable porte le prénom de Vincent, donc Vincent. Ensuite, plus tard dans le déroulement de la macro, si nous souhaitons exploiter donc cette information, que ce soit pour l'afficher ou pour la modifier, il suffira encore une fois de simplement l'appeler. Ici, pour cet exemple, nous allons simplement vouloir afficher la valeur de la variable dans la fenêtre d'exécution que nous avons en bas, et pour cela, nous utilisons l'instruction debugPrint, suivie tout simplement du nom de la variable, c'est-à-dire prénom. Pour tester la macro, nous appuyons simplement sur F5, et à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, le prénom que nous avons tapé, c'est-à-dire Vincent, va apparaître dans la fenêtre d'exécution. Donc une fois que nous avons compris cela, nous pouvons créer tout simplement une seconde variable qui va permettre cette fois-ci d'enregistrer l'âge de la personne. Étant donné que l'âge est un nombre entier, nous allons simplement typer cette variable en tant que integer. Et nous allons définir que par exemple Vincent a 20 ans. Pour afficher ensuite la valeur de cette variable, il suffit tout simplement de l'afficher à la suite de notre instruction debugPrint en séparant les deux variables par une virgule. Encore une fois, nous lançons l'instruction en appuyant sur F5. Et nous avons toujours le prénom de Vincent qui est affiché dans la fenêtre d'exécution, mais également son âge, c'est-à-dire 20 ans. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le fonctionnement des variables est très simple, mais maintenant supposons que nous souhaitions stocker des informations concernant une seconde personne. À ce moment-là, nous allons avoir trois possibilités qui vont s'offrir à nous. Tout d'abord, nous pourrions créer une multiplicité de variables pour enregistrer toutes les informations de chacune des personnes concernées. Donc ici, comme nous l'avons vu, nous avons le prénom du premier client, donc nous allons modifier le nom de la variable afin de pouvoir nous y retrouver. Nous avons ici prénom client 1, et donc forcément la variable que nous allons appeler ensuite sera également le prénom client 1. Pour utiliser la saisie assistée d'Excel, il suffit de taper les premières lettres d'une variable. Donc par exemple ici nous allons définir que cette variable porte le nom de hClient1. De cette manière, lorsque nous allons vouloir exploiter le nom de cette variable, il suffira de taper les premières lettres et d'appuyer sur CTRL et espace pour qu'Excel modifie automatiquement le nom de la variable. De cette manière, cela va nous permettre de créer de nouvelles variables qui vont permettre de stocker des informations qui cette fois-ci vont concerner un second client.
Ici, nous allons tout simplement créer une variable que nous allons appeler prénom client2, qui va être également typée en tant que string afin de pouvoir y stocker une chaîne de caractères. Et cette fois-ci, nous allons définir que le client2 porte le prénom d'Antoine. Cela étant fait, nous allons pouvoir créer notre quatrième et dernière variable, qui, comme vous vous en doutez, va permettre de stocker l'âge du client numéro 2, c'est-à-dire d'Antoine. Celle-ci va, comme la première variable hClient1, être typée en tant que integer, afin de pouvoir y stocker un nombre entier. Et nous allons définir qu'Antoine a par exemple 26 ans. Donc hClient2 est égal à 26. Donc comme vous pouvez le voir, nous pouvons arriver à ce que nous souhaitons mettre en place, mais à ce moment-là, il sera nécessaire de manipuler toutes ces variables avec la plus grande des précautions, afin de ne pas se mélanger les pinceaux entre chacune d'elles. D'autant plus qu'ici l'exemple est exagérément très simple, mais imaginez que nous ayons besoin d'enregistrer plus d'informations. Donc qu'en plus des variables prénom et âge, nous ayons également le nom de famille, l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, etc. Et qu'en plus de cela, le nombre de personnes ne se limite pas uniquement à 2 individus comme nous l'avons ici, mais à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Dans ce cas, cette solution sera évidemment inenvisageable, tant le temps nécessaire pour la mise en place sera trop important, et tant l'organisation sera complexe à interpréter une fois que nous aurons terminé de saisir notre code. Et donc pour cela, nous allons voir maintenant une seconde possibilité, qui va être d'utiliser les tableaux. Sachant, comme nous l'avons déjà vu, qu'un tableau en programmation est une sorte de variable qui va être capable d'enregistrer plusieurs informations, chacune d'entre elles étant identifiable par un numéro d'index. Pour déclarer un tableau, nous utilisons la même méthode que nous venons de voir juste avant, sauf que nous allons utiliser en plus des parenthèses qui vont permettre de définir le nombre d'éléments pouvant être enregistrés dans les tableaux. Donc nous allons revenir sur notre premier exemple, et étant donné que nous allons souhaiter que la variable prénom client enregistre le prénom de chacun de nos clients, nous allons pouvoir supprimer le numéro que nous avons mis, et ici, entre parenthèses, nous allons définir le nombre de paramètres que va pouvoir prendre la variable. Donc ici, étant donné que nous souhaitons stocker 2 clients, nous pouvons soit saisir le 1 entre parenthèses, étant donné que le client 1 aura l'index 0 et le client 2 aura l'index 1, soit si nous souhaitons que les choses soient plus claires, nous pouvons utiliser l'index minimum et maximum. Donc pour cela, nous utilisons le mot-clé to, qui vient signifier que le premier index de notre tableau sera le 1 et le dernier sera le 2. Donc ici, étant donné qu'il y a 2 éléments, nous allons de 1 à 2, mais si nous imaginons une macro dans laquelle nous pouvons avoir par exemple 10 clients, il suffira tout simplement de mettre 1 to 10. Donc ici, nous allons nous limiter à 2. Ensuite, lorsque nous allons définir le prénom de Vincent, il va tout simplement suffire de passer le numéro que nous avons spécifié juste avant en tant qu'index. De cette manière, nous allons pouvoir faire de même pour le prénom d'Antoine. Donc prénom de client 2 est égal à Antoine. Et dans ce cas-là, nous allons pouvoir supprimer la déclaration de la variable prénom client 2. Ensuite, nous allons faire de même pour les âges des clients. Donc dim hClient de 1 to 2. De cette manière, Vincent va encore une fois avoir l'index 1, tandis que Antoine va avoir l'index 2. Et donc maintenant, nous allons pouvoir tout simplement supprimer la déclaration de la variable hClient2. Donc ici, si nous lançons la procédure, nous allons forcément avoir une erreur, étant donné que les variables que nous avons définies ici n'existent pas. Pour corriger ce problème, c'est très simple, il suffit tout simplement d'appeler la variable hPrénom client à la place de prénom. Pareil pour hClient. Sauf qu'ici, étant donné qu'il s'agit de tableaux, nous devons impérativement spécifier l'index concerné. Donc soit nous utilisons les numéros d'index que nous connaissons, donc si nous voulons les informations dans Vincent, nous utilisons l'index 1, soit si nous voulons Antoine, nous utilisons l'index 2. Et en plus de cela, l'intérêt d'utiliser des tableaux, c'est que nous allons pouvoir utiliser une boucle qui va permettre de passer en revue chacun des éléments. Donc ici, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler i et que nous allons typer en tant que integer, qui va nous permettre de mettre en place une boucle for, dans laquelle la variable i va tout d'abord avoir pour valeur la valeur minimale de notre tableau, c'est-à-dire le 1, et la boucle va se répéter jusqu'à ce que la variable i ait la valeur maximale. Donc ici, la boucle va se répéter uniquement 2 fois, et les éléments que nous allons maintenant afficher dans notre debug print n'auront plus uniquement la valeur de 1, mais auront la valeur de i, ce qui fait que Excel va lancer la boucle 2 fois et afficher les informations de nos 2 clients. Nous pouvons tester la procédure pour constater que les informations de Vincent vont être affichées, suivies de celles d'Antoine. Donc à ce moment-là, les choses sont déjà plus claires, mais cela n'est pas encore suffisant. Pour aller encore plus loin dans l'utilisation des tableaux, nous pourrions encore utiliser une variable générique qui serait alors un tableau en 2 dimensions, dans lequel nous aurons sur la première dimension un index qui va permettre d'identifier la personne, donc comme nous l'avons ici, c'est-à-dire le 1 pour Vincent, le 2 pour Antoine, et sur la deuxième dimension, nous aurons le paramètre, c'est-à-dire 1 pour le prénom et 2 pour l'âge. Donc dans ce cas, nous allons complètement modifier le nom de notre variable. Il s'agira ici de l'appeler client, étant donné que toutes les informations seront retournées dans cette seule et même variable. Nous allons créer donc nos 2 dimensions,
qui toutes les deux peuvent avoir valeur 1 ou 2. Nous allons également modifier le type de la variable, étant donné que celle-ci va pouvoir stocker à la fois des textes et à la fois des données numériques. Nous allons la typer en tant que variant, c'est-à-dire que celle-ci peut prendre n'importe quel type d'information. Ici, pour stocker le prénom de Vincent, nous allons utiliser la première dimension qui va permettre d'identifier Vincent, et la deuxième, qui va également avoir pour valeur 1, permet d'identifier le prénom. Ce qui signifie que lorsque nous allons vouloir stocker le prénom d'Antoine, donc nous allons tout d'abord modifier le nom de la variable qui va s'appeler client. Ensuite, le premier index permet d'identifier Antoine et la seconde dimension va permettre d'identifier le prénom. De cette manière, nous allons pouvoir faire de même pour stocker l'âge. Donc celui-ci va à nouveau avoir au niveau de la première dimension la valeur de 1 qui va permettre d'identifier Vincent et la seconde dimension va être le 2 qui permet d'identifier l'âge. Et donc, si vous avez bien compris la logique de ce que nous venons de faire, vous avez bien compris que pour stocker l'âge d'Antoine, nous allons utiliser la valeur de 2 pour le premier index et la valeur de 2 également pour le second qui permet d'identifier l'âge. Bien évidemment, maintenant, cette variable n'a plus à être déclarée, l'âge client se retrouve directement au sein de la variable client. Et ensuite, il va nous rester à modifier la variable que nous allons afficher. Donc, étant donné que nous allons vouloir que le i permette d'identifier la personne, nous allons conserver le i en tant que première dimension du tableau, et c'est la seconde dimension que nous allons modifier pour prendre tout d'abord la valeur de 1, puis la valeur de 2. À ce moment-là, si nous lançons la macro, le résultat sera exactement le même, sauf que comme vous pouvez le voir, maintenant nous avons utilisé une simple et unique variable. En revanche, comme vous pouvez le voir, les choses sont encore plus complexes à interpréter, étant donné que nous n'avons même pas la notion de ce que nous récupérons avec nos variables. L'étape suivante va alors consister à utiliser un type de variable personnalisée, que nous avons eu coutume d'appeler dans les précédents chapitres une super variable. Pour cela, nous commençons par créer le type personnalisé qui va nous intéresser, en utilisant le mot-clé type que nous venons de taper tout en haut de notre module, ou alors juste en dessous de l'option explicit si celui-ci est déjà placé sur la feuille. Ensuite, donc, nous tapons le mot-clé type, puis le nom que nous voulons donner à notre type, c'est-à-dire ici un petit t pour type personnalisé et client, afin de pouvoir créer un type qui va permettre d'enregistrer des informations concernant un client. Ensuite, nous fermons le type et nous allons pouvoir venir saisir à l'intérieur de celui-ci les noms des variables que nous allons vouloir utiliser. Donc, nous allons utiliser exactement les variables que nous avons l'habitude, à savoir la variable prénom qui est typée en tant que string, puis la variable âge qui cette fois-ci est typée en tant que integer. À la différence des variables que nous allons déclarer au sein de nos procédures, nous n'allons pas utiliser le mot-clé dim, il s'agit tout simplement de taper directement le nom de la variable. Ensuite, nous allons créer une nouvelle procédure qui va nous permettre de tester notre type personnalisé, dans lequel nous allons commencer, comme nous en avons l'habitude, par créer une nouvelle variable, donc que nous allons appeler client, et que nous allons typer en tant que type client, c'est-à-dire tClient, le type que nous venons de créer. De cette manière, pour enregistrer des informations, il suffit de taper le nom de la variable que nous avons créée ici. Lorsque nous allons taper le point, Excel va automatiquement nous présenter les différents paramètres que peuvent prendre notre type personnalisé. Ici, nous allons vouloir tout d'abord taper le prénom, c'est-à-dire Vincent, donc est égal à Vincent, puis l'âge, donc client.âge est égal à 20. Donc ici, nous avons stocké les informations concernant Vincent, et si nous voulons faire de même cette fois-ci pour Antoine, donc soit nous créons une seconde variable que nous allons typer en tant que client, soit nous transformons cette variable-ci en tant que tableau. Donc 1, to 2. Du coup, nous allons devoir modifier évidemment les appels à la variable client afin d'utiliser l'index numéro 1 pour Vincent et faire de même donc pour Antoine, c'est-à-dire client entre parenthèses 2 prénom est égal à Antoine et client entre parenthèses 2.âge est égal à 26. De cette manière, donc, nous pouvons reprendre cette partie de la procédure qui va nous permettre d'afficher dans la fenêtre d'exécution les différents paramètres que nous avons stockés, mais évidemment nous allons devoir le modifier très légèrement, à savoir que pour récupérer le prénom du client, donc c'est client entre parenthèses i.prénom, nous supprimons la suite du tableau, et pour récupérer son âge, c'est client entre parenthèses 2.âge. De cette manière, nous lançons la procédure, et comme vous pouvez le voir, nous avons encore une fois exactement les mêmes informations qui ont été présentées, sauf que cette fois-ci, les paramètres de la variable sont beaucoup plus clairs. Et donc comme vous pouvez le constater, les différentes solutions que nous venons de voir ici permettent de simplifier à la fois la création du code en lui-même, mais également sa relecture, ce qui va permettre de faciliter l'interprétation future de notre code. Par contre, cette solution n'est pas encore idéale, car ici nous ne pouvons agir que sur des pseudo-propriétés qui permettent de stocker des valeurs au sein de variables pour pouvoir les utiliser ultérieurement. Nous ne pouvons pas utiliser de variables pour effectuer directement des traitements en appelant directement une méthode qui serait intégrée à cette variable. Et comme nous l'avons déjà découvert dans les chapitres précédents, pour pouvoir utiliser ce que nous allons ici appeler une méthode, il va impérativement falloir utiliser des objets. Et bien heureusement d'ailleurs, comme nous l'avons déjà vu au tout début de cette formation, le langage VBA est un langage dit orienté objet,
ce qui signifie qu'en plus des objets déjà présents dans VBA, nous allons pouvoir créer nos propres objets. Et pour cela, il va être nécessaire de définir ce que nous appelons une classe personnalisée, laquelle servira ensuite de type de déclaration pour notre objet. Donc un peu comme le type personnalisé que nous avons utilisé ici, mais en bien plus puissant. Et la particularité des classes personnalisées vient du fait que celles-ci vont devoir être définies dans un module spécifique que nous allons appeler un module de classe et que nous allons pouvoir créer en nous rendant tout simplement dans le menu Insertion, puis Module de classe. Comme nous pouvons le voir alors dans l'explorateur du projet, Excel a créé une nouvelle feuille qui porte le nom de classe 1 et qui est regroupée dans un dossier qui porte le nom de module de classe. Le fait d'isoler ainsi la classe dans un module spécifique va nous permettre de la rendre totalement indépendante du reste du code. En revanche, le revers de la médaille est qu'il ne sera pas permis d'utiliser des données externes. Un autre atout de travailler avec des modules de classe, c'est qu'il suffira ensuite d'exporter celui-ci, donc en effectuant un clic droit puis en cliquant sur Exporter, pour pouvoir facilement l'utiliser dans d'autres projets, ou encore le transmettre à d'autres codeurs qui n'ont même pas besoin de savoir comment celui-ci fonctionne pour l'utiliser. Et la première chose à faire lorsque nous avons créé un module de classe va être de le renommer. En effet, c'est le nom que nous allons lui donner qui va permettre d'identifier la classe lors de la création de l'objet. Donc pour le renommer, nous cliquons tout simplement sur celui-ci, et en bas dans la fenêtre de propriété, nous allons taper un nom. Et donc ici, étant donné que nous souhaitons créer une classe qui permet de gérer les clients, nous allons l'appeler petit c pour classe, puis client. Cela étant fait, nous appuyons sur Entrée. Alors juste une petite information, si la fenêtre propriété n'apparaît pas directement ici, il suffit tout simplement de se rendre dans la fenêtre Affichage et de cliquer sur Fenêtre de propriété, ou alors encore plus rapidement d'appuyer tout simplement sur la touche F4. Ensuite, lorsque nous avons renommé notre module de classe, nous allons très facilement pouvoir créer les propriétés de ce module de classe en utilisant le mot-clé public. Nous revenons sur la feuille de code du module de classe, puis nous créons nos deux variables. Tout d'abord, nous allons avoir la variable prénom qui va permettre de stocker le prénom et qui va être typée bien entendu en tant que string, puis la variable âge qui elle va être typée en tant qu'integer. Cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir très simplement accéder à ces variables, non pas en les appelant directement. Donc si nous revenons dans un nouveau module que nous allons appeler par exemple classe, donc subclasse, bien entendu ici nous n'allons pas pouvoir utiliser directement les variables que nous avons définies, c'est-à-dire la variable prénom à laquelle nous pourrions bien entendu donner la valeur de Vincent. Lorsque nous allons lancer cette procédure, la variable va être non définie, malgré le fait que nous avons utilisé le mot-clé public qui signifie uniquement que nous allons pouvoir l'exploiter au sein du module de classe. Pour pouvoir l'utiliser, nous allons devoir créer un nouvel objet, donc en utilisant encore une fois le mot-clé dim, suivi donc du nom de l'objet. Et ici la particularité, c'est que étant donné que nous allons vouloir affecter un objet à notre variable, nous allons devoir utiliser le mot-clé new. Et ici, comme vous pouvez le voir dans la liste des objets proposés, nous retrouvons tout simplement notre C-client. Nous le sélectionnons et ensuite il suffira tout simplement, exactement comme nous l'avons fait juste avant avec notre type personnalisé, de taper le nom de la variable pour qu'Excel nous présente directement les paramètres. Cette fois-ci, nous allons avoir le prénom auquel nous allons pouvoir affecter la valeur de Vincent. De la même manière, nous allons avoir l'âge que nous allons pouvoir fixer à 20 ans. Donc retenez bien cette notion très importante. Ici, l'utilisation du terme public signifie que nous pouvons utiliser la variable en dehors du module de classe, mais uniquement en utilisant un objet qui va être typé en tant que ce module de classe. Et donc c'est pourquoi, avant de nous quitter, laissez-moi juste vous donner une dernière information. En effet, l'utilisation des variables, comme nous venons de le faire ici, ne suffit pas à définir de véritables propriétés de l'objet et doivent même être proscrites. Mais la vidéo étant déjà assez dense, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour en savoir davantage sur l'utilisation des classes personnalisées. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.